Bonjour chers amis, heureux vraiment de vous retrouver et de poursuivre ce parcours de réflexion, de découverte avec Régis Godet que j'accueille aujourd'hui une nouvelle fois avec plaisir. Bonjour Régis. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va très bien. Bon, moi aussi je suis content de vous voir et je suis content que nos auditeurs, nos amis vous écoutent. Vous êtes à la base éducateur spécialisé, mais en fait vous avez bénéficié d'une large formation universitaire avec un diplôme supérieur de travail social, un DESS d'évaluation des pratiques et des politiques sociales et un DU de psychothérapie institutionnelle. Mais surtout, vous avez fréquenté avec, je dirais, fidélité et passion l'Institut de psychanalyse groupale et familiale de Paris, et la psychanalyse a tenu une grande place dans votre vie professionnelle, peut-être aussi personnelle, mais professionnelle, à tel point que vous aimiez bien que certains de vos collaborateurs éducateurs aient cette fibre et peut-être cette expérience. Bon, nous avons parlé de l'inceste la dernière fois, c'était pas la seule fois, mais la dernière fois on a mis un peu les points sur les i à propos de ce drame, et vous vouliez aujourd'hui revenir un petit peu sur deux points qui sont les conséquences de ce drame, à savoir le traumatisme et la disqualification. Alors, je pense que vous vouliez vous expliquer encore un peu sur ces deux points, et puis ensuite vous reviendrez, je crois, m'avez-vous dit, sur les autres dysfonctionnements familiaux qui n'ont pas la réputation de la gravité de l'inceste, mais qui peuvent avoir de très sévères retentissements dans la construction de ces enfants et de ces adolescents. C'est bien ça qu'on avait dit qu'on ferait. Très bien. Voilà. Merci Jean-François. Donc, vous revenez au traumatisme et la disqualification engendrée par l'inceste. Oui, alors, je voulais juste préciser, toujours en référence à Racamier, j'avais lu la citation l'autre jour, mais en lecture c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais enfin il faudrait y revenir. Oui. Alors, ce qui était passionnant dans les travaux de Racamier, c'est que... Alors Racamier, c'était un psychiatre. C'était un psychiatre qui dirigeait une clinique à la Velotte, un hôpital, tout près de Besançon, et qui est décédé aujourd'hui. Donc, il avait bien, et c'est lui qui a le plus travaillé, à mon avis, cette question-là. C'est le modèle de référence du collège de psychanalyse familiale qui n'existe plus non plus aujourd'hui à Paris. Qui n'existe plus. Non, l'association qui gérait le collège a été dissoute et se sont encore plus rattachés à Racamier autrement. Donc, ce qui était important dans cette définition de Racamier, c'est que il nous dit dans l'inceste, si vous avez à traiter ça en tant qu'éducateur, directeur, à quoi allez-vous penser, au traitement judiciaire, juridique, au signalement, etc. Bien sûr qu'il faut faire tout ça quand vous avez des éléments cliniques solides et une grande connaissance de l'enfant et de sa famille. Mais dans ce que dit Racamier, et pour revenir à notre thème d'une vision psychiste du soin, faut relire quelques détails. Donc il nous dit bien l'enfant est perturbé dans son élaboration fantasmatique personnelle, dans son imaginaire, qui sont radicalement bouleversés par la transgression effectuée par l'incesteur, comment pour la fille imaginer un scénario avec son père, dans le fantasme là, si celui-ci la force et la viole. Ainsi que par la défaillance de la mère, très souvent complice passive ou même active de l'inceste par le père. Alors il dit ensuite, l'enfant est atteint dans sa capacité de désir, qui comporte la capacité de désirer l'objet c'est l'autre, de désirer qu'il vous désire, et même enfin la capacité et le droit de se refuser à la satisfaction, pas plus qu'elle n'a droit au plaisir. L'incesté n'a droit de se refuser au plaisir, et nous voyons bien par là que ces deux droits vont de pair. Dans l'intégrité de son moi, bien sûr, dans l'intimité de ses pensées, dans l'exercice même de sa pensée et dans les perspectives de son organisation psychique. Enfin, pour tout résumer, dans son Oedipe, et puis je vais dire quelques petits mots sur l'Oedipe, et dans son narcissisme, dans son corps et dans sa psyché. Et enfin, Racamier dira que il parlera de disqualification et particulièrement de disqualification de la vérité. Alors, un petit mot au passage sur l'Oedipe que beaucoup de gens comprennent un peu à l'envers.
Oedipe, c'est un enfant qui est abandonné par ses parents. Il est dans la tragédie de Sophocle au départ. Il est pendu par les pieds dans la forêt et passe un homme, un monsieur qui le délivre et qui le prend, qui l'adopte. Beaucoup plus tard, c'est devenu un gaillard, un jeune homme vaillant, et il s'accroche avec son char en passage dans un chemin avec un homme plus âgé. Ils se battent et Oedipe tue la personne qu'il a croisée, sans savoir que c'est son père. Donc c'est là il n'avait pas reconnu son père. Non, il le connaît pas. Il a été abandonné très petit. Donc, d'accord, oui. Quand Oedipe tue son père, il sait pas que c'est son père. Donc. C'est ça. Ensuite, il repart à la ville et il couche, pour dire les choses comme elles sont, avec la reine, qui en fait est sa mère, mais il ne le sait pas non plus, il le saura que plus tard. Donc en fait, dans la psychanalyse, quand on a travaillé cette question de l'Oedipe, c'est en fait, pour dire les choses simplement, l'Oedipe c'est une maison. C'est mon prof de psychopatho à Paris qui expliquait les choses comme ça avec les équipes. C'est une maison où les enfants vivent on pourrait dire, les parents vivent au rez-de-chaussée, les parents ont droit à des relations sexuelles entre eux, mais ils n'ont pas le droit à des relations sexuelles avec les enfants qui vivent à l'étage du dessus. Et les enfants n'ont pas droit à des relations sexuelles entre eux, ni avec les parents, ni avec les grands-parents qui, dans l'histoire, vivent au 2e étage, qui ont droit à des relations sexuelles entre eux, mais pas avec les petits-enfants, pas avec les enfants. Donc l'Oedipe, c'est l'ordre générationnel. C'est ça qui est le plus important à retenir. Et donc dans toutes les situations d'inceste, et puis on le verra, on en reparlera sûrement dans les situations incestuelles, c'est en fait l'ordre des générations, l'ordre générationnel qui est bafoué, qui est pas respecté, ou qui n'est pas du tout introjecté par les personnes qui vivent dans ces pathologies. Donc si j'ai bien compris, l'Oedipe c'est un ordre. L'Oedipe, c'est l'ordre qu'il faut respecter. C'est le cadre de la vie, c'est l'ordre générationnel. D'accord. Mais je pense que ce qui a perturbé les choses, c'est quand on a appelé ça le complexe d'Oedipe. Oui. Alors ça, c'est un peu idiot parce que complexe étant, en le sens, complexe veut dire histoire, oui. et ne veut pas dire complexe au sens où on l'entend. Je suis complexé parce que j'ai un grand nez ou des grandes oreilles, quoi. Ça n'a rien à voir. Ouais, le complexe, c'est un ordre en fait. C'est ça. Un ordre relationnel. Et alors, vous aviez dit dans votre livre que c'était pas d'abord un problème moral. Alors là, je crois qu'il faut s'en expliquer. Vous avez raison, je pense. C'est que avant la morale, il y a une raison d'élaborer cette morale. Hein, c'est ça. Et la raison, c'est que une société qui vit dans l'inceste va disparaître. Oui, ça c'est les travaux de Lévi-Strauss qui avait expliqué que l'interdit de l'inceste, il était d'abord commun à énormément de sociétés, quelles qu'elles soient, dans l'histoire de l'humanité, et que c'était au départ surtout un arrangement d'ordre social. Il fallait faire des affaires entre guillemets commerciales avec d'autres familles que la sienne, parce que sinon on s'en sortait pas. Et donc il y avait c'est là qu'on parle d'un ordre social. Et puisque nous on travaille après en institution, c'est qu'en fait tout ce qui renvoie au cadre fait de l'Oedipe. Alors ça fait un peu bizarre de dire ça, mais mettre en ordre dans l'institution la question des relations sexuelles entre les adolescents, par exemple, dans une institution, c'est faire de l'Oedipe. D'accord. Mais l'Oedipe, c'est positif. Ah ben oui, l'Oedipe, c'est le cadre qui va séparer au départ l'enfant de sa mère pour lui permettre d'avoir accès aux apprentissages. Le père va venir, ou aujourd'hui dans d'autres formes de parentalité, ça peut aussi être une conjointe pour la mère qui va venir mettre une tierce personne dans la relation symbiotique de l'enfant, du nouveau-né avec sa mère. L'Oedipe, c'est venir le détacher, lui dire quand il dort avec sa mère, non, c'est pas ta place, le père doit venir dire, le père ou quelqu'un d'autre doit venir dire, c'est pas ta place, c'est la mienne. Et dans ce cadre qui va s'organiser, l'enfant va devoir partir, va devoir se séparer, et c'est ce devoir partir qui va lui ouvrir l'accès à la connaissance et au monde, parce qu'il va aller voir ailleurs, quoi. Alors ça, c'est extrêmement intéressant et très positif, et je pense que vous avez ouvert tellement de tiroirs ou de possibilités qu'il faudra commenter. Vous avez évoqué que, j'espère ne choquer personne, c'est que le père pouvait être quelqu'un d'autre que le père, mais il fallait que quelqu'un ait cette fonction paternelle de séparation et de mise en ordre. Et puis d'autre part,
je reviendrai parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Il faudrait y revenir dans cette définition de monsieur Paul-Claude Racamier. Quand vous avez parlé de traumatisme engendré par la personne qui commettait l'inceste, ce traumatisme perturbait ensuite les possibilités de désir d'un enfant. Oui. Parce que comment construire des désirs lorsqu'on a été agressé par son père, quoi, c'est ça. Oui, c'est le désordre le plus complet dans le désir possible et dans les désirs à venir. C'est ça que vous avez voulu dire, je pense. Là où on dit le père doit permettre à l'enfant d'avoir accès au monde extérieur, dans le monde extérieur, il y a compris les rapports amoureux ou les relations, même dans le travail, les relations harmonieuses avec l'autre sexe. Donc c'est tout ça qui est un petit peu bousculé. D'accord. Et qu'il va falloir remettre au travail. Merci Régis de nous introduire dans cette réflexion complexe et à laquelle nous sommes attachés et nous y reviendrons. Merci Régis, merci chers amis auditeurs. J'espère que vous n'êtes pas inquiets de la complexité de toutes ces choses que nous reverrons ensemble. Merci beaucoup de votre attention.